Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques, détenteur de la certification BCCP. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en soins critiques, aux soins intensifs à l'urgence ainsi qu'en réanimation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr Céline Gélina, qui est auteure des lignes directrices de la sédation, analgésie, délirium, immobilisation et du sommeil, de son petit nom, le PADIS, qui vient de paraître en 2018. Bonjour, Dr Gélina. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous parler un petit peu de ton background? Oui, alors moi, je suis infirmière. J'ai travaillé dans différentes unités de soins intensifs, générales, plus spécialisées. Puis, je suis allée faire mon doctorat à l'Université Laval pour développer une échelle comportementale pour la douleur chez les patients de soins intensifs non communicants. L'échelle s'appelle CPOT pour Critical Care Pain Observation Tool. Et puis, elle est disponible évidemment en français, en anglais et dans d'autres langues. Et puis, je suis maintenant à l'Université McGill comme professeure agrégée à l'École de sciences infirmières et aussi affiliée comme chercheur à l'Hôpital général juif, au Centre de recherche en sciences infirmières et à l'Institut de recherche médicale Lady Davis. Excellent, c'est beaucoup de choses, donc ça doit faire des grosses journées. Donc, dans le fond, le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler d'analgésie. Là, tu parlais que tu as développé le CPOT. Peux-tu nous parler un petit peu plus de cette échelle-là? Oui, en fait, c'est une échelle qui est basée sur des comportements observables chez les patients. Donc, ça nécessite que le patient soit capable de réagir. Donc, un patient qui n'a pas de réponse, comme avec un RASS à -5, un Glasgow à 3, à ce moment-là, l'échelle CPOT ne serait pas applicable. Alors, l'échelle CPOT comprend différents comportements observables, notamment l'expression faciale qu'on va reconnaître par une contraction généralisée au niveau du visage, le froncement des sourcils par exemple, les yeux fermés, serrés, la contraction au niveau du nez et de la bouche, puis les mouvements corporels. Le patient, par exemple, qui va diriger sa main vers le site de douleur, la tension musculaire qu'on peut ressentir lorsqu'on mobilise le patient dans son lit, par exemple. Ensuite, si le patient est intubé, et ventiler mécaniquement les alarmes qui seront déclenchées. Le patient qui n'est pas intubé, l'émission de sons, des gémissements ou des plaintes verbales de douleur. Le CPOT donne un score de 0 à 8 et un seuil plus grand que 2 indique la présence de douleur et ça a été établi à l'aide de l'auto-évaluation de patients qui étaient capables de communiquer aux soins intensifs parce que l'auto-évaluation est la mesure de référence en douleur. Mais là, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le CPOT, un 4 sur 8 du CPOT, est-ce que c'est équivalent à 5 sur 10 pour l'échelle numérique? Excellente question. Et la réponse, c'est qu'il faut être prudent dans l'interprétation de ces deux scores-là. Un score d'auto-évaluation, ce qui est rapporté par le patient, réfère à la dimension sensorielle de la douleur. Donc, c'est ce que le patient ressent. Un score de comportement est observé par un clinicien, une infirmière qui est responsable d'évaluer la douleur, donc par une personne externe, et vient chercher l'information de la dimension comportementale associée à la douleur. Donc, on mesure 2 dimensions de la douleur avec des outils différents qui sont reliés, mais qui ne veulent pas dire la même chose. OK, puis là, dans le fond, juste qu'on mette ça clair, la sédation, je peux pas l'évaluer avec le CPOT. Non. Non, absolument pas. Donc, un outil se montre valide pour un but précis, une population donnée et dans un contexte spécifique. Donc, une échelle CPOT de douleur n'évalue pas la sédation, ça évalue la douleur. L'échelle RASS est une échelle de sédation, mesure la sédation, mais ne mesure pas la douleur. Donc, on ne peut pas les interchanger. Puis là, est-ce qu'on serait mieux de favoriser l'analgésie ou la sédation? Selon les lignes directrices, ça devrait être l'analgésie en premier et la sédation ensuite.
Parce que dans le traitement de l'analgésie, il y a souvent, notamment avec les opioïdes, des effets sédatifs associés. Donc, il faut prioriser l'analgésie en premier et par la suite compléter avec des agents sédatifs si nécessaire. Ben, en fait, ce que je pense qui est important de retenir quand on parle de douleur et d'analgésie, c'est les étapes qu'il faut suivre. Il faut d'abord commencer par l'évaluation. Donc, dans l'évaluation comme telle, la première chose à prioriser, c'est d'obtenir l'auto-évaluation du patient parce que c'est la mesure étalon ou la mesure de référence. Si le patient est non communicant, à ce moment-là, on va prioriser une échelle comportementale, comme le CIPOT par exemple. On peut aussi impliquer les familles, leur demander c'est quoi les comportements habituels de douleur chez leurs proches pour nous aider à mieux évaluer et à mieux comprendre les réactions de notre patient. Et puis, lorsqu'on a suffisamment d'évidence que le patient peut avoir de la douleur, à ce moment-là, il faut tenter une intervention analgésique et surtout réévaluer par la suite pour établir si l'intervention est efficace ou non. Puis là, je pense, mettons, aux infirmières qui sont au chevet, là, 24/7, qui utiliseraient le CIPOT. Là, tu parles de réévaluation régulière. Fait que ça serait à quelle fréquence? Ou un peu au chevet, comment je ferais ça? En termes de fréquence, il n'y a pas vraiment de fréquence préétablie. On parle d'évaluer la douleur de façon régulière, donc ça peut être aux 2 à 3 heures, selon la condition du patient aussi. Puis la réévaluation est notamment importante si on utilise des opioïdes pour voir l'efficacité, puis réajuster le traitement aussi. Puis l'analgésie comme telle, ça nécessite un travail d'équipe. L'infirmière joue un rôle très important au niveau de l'évaluation de la douleur, mais elle doit aussi être entendue par les médecins pour qu'il y ait vraiment une collaboration entre les professionnels pour offrir le meilleur traitement aux patients. Ça, c'est vrai. Pour ce qui est de la collaboration, ça a été démontré dans la littérature que travailler en équipe, ça diminue la mortalité. Pour les gens qui veulent pousser un petit peu plus sur le concept, je vous réfère à l'épisode 2, qui est la tournée multidisciplinaire. Donc, il y aura un lien dans les notes. Donc, effectivement, comme tu disais, ça prend vraiment un travail d'équipe. Pour que le travail d'équipe soit efficace et productif, c'est important que tous les membres de l'équipe qui offrent les soins et les traitements aux patients soient formés sur l'analgésie, l'évaluation de la douleur et sur comment aussi bien travailler ensemble. En fait, pour que la gestion de la douleur soit un succès dans l'unité, il faut identifier les barrières et les meilleures stratégies pour contrer ces barrières-là, tout en utilisant les ressources et les facilitateurs qui sont disponibles. Après avoir consulté différentes équipes de soins intensifs, ce qui est ressorti, c'est que la stratégie numéro 1, c'est que tous les membres de l'équipe interdisciplinaire doivent être formés pour savoir comment la douleur est évaluée, que veulent dire les scores de douleur. Ensuite, on doit apprendre à comment bien communiquer sur l'analgésie et la douleur, comment intégrer ces sujets-là dans les tournées quotidiennes, par exemple. Il faut évaluer systématiquement la douleur et la documenter au dossier tout en facilitant la documentation et rendre ça le plus simple possible pour pas que ça devienne non plus un fardeau dans le travail. Quels seraient les messages clés pour nos auditeurs? Il est très important d'utiliser le bon outil pour le bon but. Donc, si on parle d'analgésie et sédation, ça prend nécessairement une échelle de douleur et une échelle de sédation. Ça prend les deux. Ensuite, il faut sélectionner l'outil selon la capacité de communication du patient en lien avec la douleur, plus spécifiquement. Donc, un patient capable de communiquer, on va pouvoir simplement lui demander quelle est votre douleur, par exemple, sur une échelle de 0 à 10. Pour un patient non communicant, à ce moment-là, on va se tourner vers des échelles comportementales. Et tout ce qui est traitement, protocole standardisé d'analgésie-sédation doit être basé sur les scores d'évaluation des patients. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour terminer, le plus important, c'est de se recentrer sur
le plus important, c'est-à-dire notre patient, observer notre patient pour vraiment offrir un traitement qui va être personnalisé. Si vous voulez avoir accès aux outils, à des références clés gratuitement et facilement, vous pouvez vous rendre sur le site du ICU Liberation qui touche tous les aspects de l'ABCDEF et qui est très convivial. Excellent, c'est vraiment une très bonne source. Le lien Internet sera dans les notes de la balado-diffusion. Docteur Gélina, c'est vraiment un plaisir de vous avoir eu. Je vous remercie beaucoup des perles et j'espère qu'on va pouvoir vous revoir éventuellement dans cette balado-diffusion. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cet épisode de Francophone. Ça me fait plaisir de avoir vos commentaires sur notre site internet francophone.com, sur iTunes, Google Android et Spotify et autres. On veut vous entendre, envoyez-nous des commentaires. Alors, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.